Salut tout le monde, bienvenue sur l'Arène MMA. Aujourd'hui, on a un invité très spécial directement de France, monsieur Loïc Pora, pionnier du MMA français, actuellement arbitre, notamment dans les plus grandes organisations françaises et à l'UFC. Comment ça va, Loïc? Écoute, ça va très bien. Bonjour aux cousins québécois. Qui nous Ça va bien. écoute, ouais, ouais. Alors, Cool. première question pour faire la transition avec notre dernière interview. On a plusieurs questions pour toi, mais la première, Bien. c'est Francis Carmon qui nous a parlé de toi. Il nous a expliqué qu'il a commencé avec toi. C'est comme ça Mhm. que, d'ailleurs, on s'est parlé. Et ça a fait notre premier contact sur Instagram. Et tu m'expliquais que Francis a eu. C'était un chapitre important dans ta vie d'avant. Est-ce que tu peux Mhm. nous parler donc de ta vie d'avant? Tu es un pionnier du MMA. Parle-nous-en, s'il te plaît. Écoute, par rapport au rapport de Francis, donc j'étais un des pionniers du MMA français, un des premiers à avoir un club sur Paris. Et du coup, j'ai eu mon premier club. J'ai un ami qui bossait la nuit en boîte et tout ça, portier, parce qu'à l'époque, on était tous un peu portiers aussi pour pouvoir gagner des sous et pouvoir s'entraîner la journée. Et il m'a fait rencontrer un gars qui était vraiment assez costaud, enfin très costaud, Moïse Rimbon, peut-être que ça te parle. Il en a parlé aussi dans son Et, interview. euh, et Moïse était très 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 proche de Francis. Donc Moïse est venu s'entraîner, etc. Et puis c'est vite devenu un élément important. J'ai mon petit chien, je suis assez viril. Et est venu, est vite devenu important de mon club. Et comme il était très proche de Francis, bah Francis est arrivé, etc. Et je sais pas si, je me rappelle plus s'il avait commencé par quelque chose, peut-être un peu de boxe anglaise, peut-être quelque chose comme ça. Je me rappelle plus de ça. Et puis bah j'ai vu en lui tout de suite bah un physique hors norme, des capacités athlétiques, c'était vraiment en dehors de la norme justement. Et il s'entraînait régulièrement, il s'entraînait bien. Et puis on a commencé par faire un petit combat quelque part, ça a fonctionné. Un autre combat en Angleterre. À l'époque, les combats étaient très difficiles Ouais. parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, le MMA était autorisé dans sa pratique, mais interdit dans sa forme compétitrice. Et donc, du coup, bah, on était obligé de trouver des combats, notamment en Angleterre, en Belgique, en Hollande, enfin à différents endroits Et moi, j'avais plutôt une relation avec l'Angleterre. Du coup, la plupart de mes combattants, je les faisais combattre, et moi-même, je les faisais combattre en Angleterre. Et Francis a fait quand même pas mal de combats en Angleterre. Ensuite, je sais pas, on a dû travailler ensemble peut-être 2, 3 ans, 2, 3 ans peut-être, comme ça. Et puis après, il a changé de club. Il était au Cercle Tissier, voilà, avec pas mal d'élèves aussi. Donc il s'est entraîné. Ensuite, il est parti en Suisse. Et puis après, de la Suisse, il est parti au Québec. Et puis ça a été une grande fierté le jour où je l'ai vu débarquer à l'UFC, quoi, parce que tu te dis, bah, il n'était pas trompé dans son potentiel technique, athlétique, mental. Et j'étais persuadé déjà à l'époque qu'il pouvait aller entrer dans la grande ligue qui est l'UFC. Ouais, et d'ailleurs, à l'heure actuelle, il détient toujours, si je me trompe pas, le plus grand nombre de victoires consécutives pour un Français à l'UFC, à savoir 6. Ah ouais, ouais, il a fait un 6-0, ouais, 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 6-0. Et puis, il a combattu, ce qu'il faut savoir aussi, enfin, les jeunes le connaissent moins et connaissent moins le storytelling, mais il a combattu des gars très, très, très forts. Francis Oui, a toujours combattu des mecs très forts. Il n'a jamais eu des oui, combats, il n'a jamais eu des combattants en face qui étaient faciles. Il a combattu vraiment des gars difficiles. J'ai le souvenir du combat où je me dis putain ça va être compliqué et il a quand même tenu, même s'il a perdu, c'est face à Jacare. énorme combat. Et énorme combat. Et il est Ouais, Jacare dans son dos pendant un round ou 2 rounds, je sais plus, mais pendant très très ouais. longtemps sans qu'il puisse l'étrangler. Et, ce qu'il faut savoir, c'est que Jacare, elle est seule, c'était un Ah bah oui, champion du c'était. monde, c'était un tueur, un tueur. Ouais. Et de se dire, bah voilà, tu arrives à l'UFC
tu combats face à Jacare et tu tiens quand même la dragée haute face à un mec comme ça. Voilà. Et du coup, il a pas eu un, ils l'ont pas mis dans la facilité. Moi, je pense ils étaient pas intéressés peut-être par le côté Frenchy, j'en sais rien. Oui. Ils l'ont pas mis dans la facilité. Il y a eu des combattants à l'UFC qui ont eu des parcours beaucoup plus faciles. Ouais, l'UFC, ils sont connus pour, ils peuvent te mettre dans un sacré pétrin ou ils peuvent te mettre, une voie royale. Pour Ouais. Francis, c'était, des gros combats et je me souviens ce combat contre Jacare Souza, il y avait quand même un peu d'amertume après parce qu'on avait l'impression il aurait pu faire quelque chose. Après, c'est toujours plus facile une fois que le combat, est Ouais, terminé, mais on a toujours les solutions plutôt après coup, quoi. Mais c'est vrai que, exact. mais c'est vrai que, alors après, si j'avais un petit regret, moi je sais il a une percussion, il a un punch de malade, il a des enclumes à la place des mains. Des fois, quand je le voyais combattre, j'avais l'impression de voir trop de science dans sa façon de combattre. Tu vois, j'ai l'impression qu'il avait été un petit peu cadenassé ou brimé par rapport au club où il était, peut-être. Alors, je me trompe, hein, sûrement, peut-être. Mais une fois, je me rappelle lui avoir écrit en disant, écoute, vas-y, lâche les chevaux, quoi, vas-y, va, tape un mec, Rentre, ouais. tape-le, rentre dedans, défonce-le, fais de la boucherie et voilà, quoi. Mmh. On sentait qu'il avait vraiment une retenue très scientifique. Je comprends. Et, et Francis, c'est un bon bagarreur aussi, quoi. C'est quelqu'un qui aime se bagarrer, quoi. Donc, il manquait un petit peu ce truc-là. Je comprends. Il faisait beaucoup de feintes. Je me souviens, il avait, debout, c'était tactique, en effet. Il n'était pas dans la bagarre, pure comme peut l'être, par Mm. exemple, un Benoît Saint-Denis, mais C'est vrai, à l'autre c'est vrai, extrême. c'est vrai. Alors toi, Ah, mm. avant ça, tu étais combattant? Ouais, ouais, un petit peu. Quand même? Non, quand même, C'était c'était une époque qui était complètement différente à celle-ci. Donc, totalement. oui, on peut dire que j'étais combattant, mais ça a aucun rapport. Voilà, ça a aucun rapport avec OK. les combattants depuis qui sont là sur le marché depuis 10 15 ans, quoi. Tu vois, c'était voilà, on était les précurseurs, on combattait, des fois on connaissait pas les règles, dès qu'on arrivait, on nous changeait les règles. Moi, je me rappelle avoir combattu pour un championnat d'Europe et on m'a dit, bah, ça va être avec un kimono. Voilà, c'était en Hollande. Un autre, Du coup, un autre monde. j'ai combattu avec un kimono, tu vois, OK. c'était rigolo. Les jeunes amateurs, de la manière dont ils s'entraînent, ils font une vraie préparation physique, ils font vraiment du cross-training qui est adapté pour le MMA, la course à pied est adaptée au MMA, tout est adapté au MMA. Nous, à l'époque, Ouais. on prenait ça, Mmh. on essayait de faire un petit mélange et puis on essayait, quoi. Voilà. Donc Mmh. après, j'ai eu beaucoup de blessures, beaucoup de blessures parce que je bossais la nuit, donc je dormais pas beaucoup, je m'entraînais par-dessus, donc un état de fatigue qui était trop bas et du coup, bah ça amène aux blessures. C'est ce qu'on essaie de faire comprendre aux jeunes actuellement, que le repos, ça fait partie du travail. Absolument. Et est-ce qu'il y a d'autres combattants qui sont passés, par chez toi comme Francis Carmon et qui t'ont, comme on peut dire, marqué? Bah écoute, c'est toute cette première génération. Alors en gros, j'ai première génération, donc on était très proches à l'époque avec Cyril Diabaté. Ouais. Voilà, on était vraiment comme des frangins, on était tout le temps ensemble. Après, il y a eu une séparation, voilà, bref, donc on était moins ensemble. Mais maintenant, quand on se voit, c'est un plaisir de se voir. Ensuite, toute ma génération donc de Francis à l'époque, c'était Francis, c'était Moïse. Après, juste après, la génération avec Johnny Frachet, qui est Oui. un des responsables du MMA en France et qui a un gros club qui s'appelle l'USP L'USP Pro Trop. Ouais. avec beaucoup de combattants, beaucoup de combattants français de très bon niveau. Il fait un excellent travail. J'ai eu après des noms de l'époque, hein, donc c'était dans mes cours, j'avais eu Norman Parisi qui a fait aussi le Bellator. À l'époque, Mmh. j'ai eu aussi Ryan Rafik, toi, toutes ces générations-là. Et tout cela ont fait. J'ai eu une des premières championnes françaises, Tévi Sey, première féminine, qui elle s'était expatriée au Japon parce qu'il y avait que là-bas qu'il y avait du combat féminin, tu vois, au Japon. Donc du coup, là j'en oublie aussi plein, hein, mais j'ai formé toute une première génération, après Mmh. d'autres générations. Ma première génération a ouvert des clubs, etc. Enfin,
on donnait Je des comprends. cours, donc du Ouais. coup, ça a fait boule de neige. Ça a vraiment fait boule de neige, quoi. Et donc, toi, tu as vraiment vu toute l'évolution du MMA Ouais, dans le monde déjà? Parce ouais. que je pense que tu étais compétiteur en 2003-2004, par là? J'ai fait mon premier combat même un petit peu avant. J'étais champion d'Europe en 98 ou 99. OK, Voilà. le l'UFC a été lancé en 97, 13 ou Non, 93? 93, 93. 93. Donc C'est tu es en vraiment au voyant, début. ouais, ouais, ouais. C'est en voyant un UFC en cassette vidéo, un extrait sur le zapping que je me suis dit: «Je veux faire ça». OK, Et et c'était en c'est 93. incroyable Ah ouais, l'évolution que ouais, ça incroyable. que l'entreprise UFC, que le MMA a eu dans le monde, et Mmh. là, depuis la légalisation en France, de quel œil tu vois cette explosion littéralement du MMA français? Alors, rien qu'en en 4 ans, voilà, on va Mmh. dire, ouverture des compétitions de MMA en France en 2020, début 2020, période de Covid, d'accord? Donc, toute la période Covid, donc Ouais, quelques compétitions. Et là, on est en mars 2024, d'accord? Donc, on va dire tout juste 4 ans. ouais. Et ne serait-ce que dans ce laps de temps-là, en 4 ans de temps, il y a eu vraiment une grande sur ces 4 ans-là. On est passé sur de la forme aussi à éduquer les Français, les coachs français, les combattants français, parce que euh, ils avaient l'habitude de faire des compétitions à l'étranger, mais à Ouais. l'étranger, il n'y avait pas forcément la même rigueur qui nous était demandée ici en France. Mmh. Rigueur au niveau des documents médicaux, rigueur au niveau de comment allaient se passer les juges, les officiels, les machins. Enfin, beaucoup de rigueur. Il a fallu faire pas mal de choses. Donc, tous les anciens, bah, ils tapaient un peu du pied parce que ça les énervait, etc. Mais cela étant dit, il y a eu une petite évolution avec beaucoup de combats pro. En 2022, 2021-2022, on a commencé à faire une compétition amateur pour créer une équipe de France amateur. Et là, a commencé à sortir, avec l'aide de la fédération, un réseau qu'on appelle la MMA League. Et c'est Mmh. un réseau de compétition fédérale qui permet, dans n'importe quel sur le support de clubs qui veulent organiser une MMA League, de faire des compétitions. Et donc, du coup, on a vu maintenant une émergence des amateurs avec un niveau vraiment exceptionnel. De la chance que nous, on peut avoir par rapport à ce que tu pouvais m'expliquer au Québec. Oui. On a maintenant tous les mois une compétition fédérale de MMA amateur, ainsi que sur des galas. Beaucoup de galas en France font des Ah ouais. combats mixtes, c'est-à-dire des combats amateurs Oui. en début de carte et puis des combats professionnels en carte principale. Ce qui fait que ça fait beaucoup de combats. Et du coup, il y a une vraie hype sur maintenant les amateurs. Et des fois, maintenant, on parle plus de certains combattants amateurs que de combattants dits professionnels, qui combattent dans la règle Absolument. professionnelle. Ouais. Donc, du coup, ne serait-ce qu'en 4 ans, c'est à la fois long mais très court, on a eu une évolution mais ultra rapide de l'activité compétitrice. Ouais, et ça, c'est une grosse différence justement avec, le Québec. Ici, tu vois, il y a un avis, qui est partagé pas mal sur l'amateur en France, c'est que les gens restent trop longtemps en amateur. Ici, tu vois, 10 combats en amateur, c'est le grand maximum dans l'esprit des gens, et après tu passes en Mhm. pro. Qu'est-ce que tu penses Mhm. des combattants qui font 20-30 combats amateurs avant de passer pro? Alors moi, je suis plutôt dans cette façon de penser à faire beaucoup de combats amateurs, surtout OK. quand tu es jeune. Si tu fais 15, 20, 25 combats amateurs, ça peut aller très vite, hein, parce que tu fais des tournois. Sur un week-end, tu peux faire déjà 4 combats amateurs. Tu fais 5 tournois dans la saison, ça te fait déjà 20 combats, tu vois. Et quand tu Mmh. arrives face à un mec, malgré tout, tu as 20 combats 20 combats amateurs dans tes jambes, même si les règles sont un peu différentes, la durée est différente, et que tu combats un mec qui a 2, 3 combats professionnels, très, très, très souvent, balance tend du côté de l'amateur, quoi, de l'ex-amateur. Parce qu'il a un niveau technique qui est vraiment, Ouais. vraiment, vraiment très, très, très élevé. Et du coup, on a maintenant, et ça je l'avais prédit à l'époque,
il y avait cette fierté de certains combattants qui voulaient pas faire de l'amateur. Tu vois, c'était un peu mal vu. Non, 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 moi, je veux être pro, je veux faire combattant pro, etc. Bref. Du coup, tu as des combattants pro qui font, aller dans l'année, qui font 3 combats. Mmh. Tu vois, tu fais allez, un combat tous les 3 mois, allez, dans la saison, tu fais 3 combats. D'accord. Mmh. Donc, ils se sont retrouvés avec des scores comme au bout de 2 ans, 3-2, 3-1, 1-4, tu vois, avec 5-6 combats. Mmh. Ils vont se retrouver avec, et c'est le cas déjà, ils se retrouvent face à des amateurs qui ont 0 combat professionnel. Mmh. Et bah, il y a pas, c'est pas la même, c'est pas le même jeu. Les Non. amateurs surpassent certains professionnels parce Ouais. que certains ont peut-être prendre des raccourcis et pas se plier plutôt sur le côté, c'est plutôt ça, hein, côté fierté à dire non, non, je veux pas combattre en amateur, je veux combattre en pro. Et au final, ils se font rattraper par la piste, quoi, comme on dit. Je comprends. Et toi, donc là, tu arbitres maintenant? Tu es arbitre? Alors moi, oui, moi j'ai arbitré, bah, au tout début, tu sais, début des années 2000, tout ça. J'ai arbitré déjà au M1. J'avais arbitré dans différentes organisations. J'avais arbitré au Cage Warriors à l'époque en 2003. Et après, j'avais arbitré beaucoup en Pancrace. En France, on avait élaboré Ouais. un light MMA qui s'appelait Pancrace, où il n'y avait pas de frappe au sol. J'ai arbitré beaucoup de combats. J'ai formé beaucoup de juges et arbitres aussi à l'époque. Et après, j'ai ouvert une salle en 2013 et j'avais plus vraiment le temps. Et puis, ça me ressemblait plus, les combats de Pancrace ressemblaient plus à ce que moi j'avais un peu initié à l'époque. Donc, la passion et le jugement des combats n'étaient pas du tout dans mon esprit, dans le OK. même état d'esprit. Donc, du coup, j'ai arrêté. Et en 2020, Lionel Brézéfin, qui était à l'initiative du MMA en France avec la Fédération française de boxe, m'a dit écoute Lolo, est-ce que ça te dit de revenir à arbitrer? On a besoin de ton expérience, etc. J'ai dit mais vas-y, à 200%, parce que j'aimais ça déjà à l'époque, j'adorais ça. Euh, et du coup, me revoilà dans l'équipe des 20 officiels de départ pour arbitrer des combats de MMA. Et du coup, et dedans, j'étais on était très peu nombreux, on était peut-être 2 ou 3 à avoir l'expérience de l'arbitrage en MMA. Et les 20 autres, enfin les 18 autres avec l'expérience, c'est quand même assez différent, tu vois. Donc, bah, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de formation, beaucoup d'écriture, beaucoup de sollicitations pour s'améliorer de jour en jour. Et un arbitre s'améliore de jour en jour de toute manière, hein. C'est toujours une perpétuelle remise en question et une perpétuelle recherche de l'excellence. Et donc, du coup, maintenant, on est quand même, voilà, on a des officiels de niveau 2 et de niveau 1. Voilà. Il y a une hiérarchie dans les officiels qui permet de faire certaines tâches autour de la cage. Donc j'imagine que toi, tu es haut dans cette hiérarchie vu que tu as arbitré à l'UFC? Ouais. Donc, j'ai eu la chance de passer une certification avec Marc Godard, qui à Ah bah, l'époque le fameux. m'a permis d'arbitrer dans les compétitions IMAF, c'est les compétitions internationales amateurs. J'ai pu avoir la chance d'arbitre sur les championnats d'Europe et les championnats du monde, et de pouvoir faire des finales aussi dans les championnats d'Europe et les championnats du monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les championnats d'Europe et du monde, on est à peu près 80 officiels, d'accord? 80 officiels sur toute une semaine. Et il y a 16 finales juniors et 16 finales seniors. Et donc, du coup, ils donnent des finales qu'à ceux qui ont le potentiel pour faire les finales, les meilleurs. OK. Donc je te disais que j'étais dans l'équipe, par rapport au travail que j'ai fait sur les IMAF et Ouais. cetera. Il m'a repéré, par rapport au travail que j'ai fait, et donc du coup, il m'a mis à l'essai, sur, l'ARES, qui est l'une des grosses organisations, parisiennes, françaises même. Et donc il m'a mis à l'essai, tout s'est bien passé, et puis, quand l'UFC est arrivé à Paris, il m'a dit: «Écoute, je te voudrais sur l'UFC Paris». Donc j'ai eu Godard. la Voilà, Marc Godard. Donc du coup, j'ai eu la chance d'être, et ça c'est vraiment, ben, un rêve de gamin, tu vois? Ouais. J'ai pas pu combattre à l'UFC, qui était mon rêve de vouloir combattre à l'UFC. Mais du coup, j'ai été le premier français, Ouais. à être, arbitre sur le premier UFC en France, et j'ai Ouais. fait le premier combat. Voilà, de la Bah, d'ouverture. félicitations encore et tu as eu ta première polémique à l'UFC.
et j'ai eu ma première polémique sur le troisième UFC. Parce que j'ai fait UFC, Ah oui, c'est vrai, ouais. ouais, j'ai fait UFC, après septembre 2022, j'ai fait, UFC Londres en juillet 2023. OK. J'ai fait UFC Paris, Septembre, voilà, en septembre 2023. Voilà, le dernier à date et donc où il y a eu ce fameux combat, William Gomis-Guémouri. absolument. Moi, sur le moment, j'ai totalement, soutenu ta décision, Ouais, dans le sens où, j'utilise beaucoup le terme de jurisprudence. Je sais pas si ouais, ça te parle, mais ouais, ouais, bien sûr. et si après on arrête un combat, bon, bah, on pourra toujours le réarrêter pour ça. Enfin, il y a des décisions qui sont à prendre sur le moment et moi, je Ouais. trouve que sur le moment, ta décision, elle était tout à fait, Bah, disons compréhensible. que ouais, c'est-à-dire que, si nous, en tant qu'arbitre, on estime que, le coup, il est pas, irrégulier, en tant qu'athlète, tu pas à toi prendre le choix de, stopper le combat et donc tu dois pas, te mettre aussi en danger éventuellement si, l'autre, adversaire, peut continuer. Donc toi, ton boulot, c'est de toujours, mettre en sécurité, les athlètes, quoi qu'il se passe. Absolument, C'est la priorité et donc du coup, bah, la priorité, elle a été ici, sur ça aussi, quoi, tu vois? je comprends Donc et là, voilà. maintenant, avec le recul, est-ce que tu aurais pu faire différemment? Est-ce que si tu as Bah, vu la VAR, que je on pense que tu vas avoir ouais, une, on organisation, peut toujours mieux faire. Alors après quand, on a regardé nous alors après, c'est-à-dire, on fait un débriefing, hein et de toute façon les officiels, qui étaient là, même, la VAR, même Marc Goddard, il m'a dit: «Écoute, le coup, il est pour nous, il est légal. mmh, Pour nous, le coup, il est légal». Donc du coup, voilà, c'est-à-dire que j'ai eu le soutien, des officiels et des grands officiels, de mmh mh, l'UFC. Il faut pas oublier qu'il y a Marc Ratner qui est le grand, patron de l'arbitrage UFC et il m'a soutenu dans les décisions. Après on peut toujours faire différemment, tu vois? Comme toutes les décisions qui peuvent être comme ça, on peut ouais, toujours après coup faire différemment. Mais sur le coup, j'avais raison et voilà. Après, on peut comme je te le dis, on peut toujours faire différemment, bah oui, c'est sûr, bah oui. mais il n'empêche que tu vois, Marc, il a eu, une fameuse polémique encore là dernièrement avec, enfin Je encore, vou une Ouais, polémique je voulais t'en là, parler. il a eu une polémique à l'époque aussi avec Adesanya. Rappelle-toi Adesanya, quand il arrête Adesanya, face à Pereira, le premier combat. Ouais, ouais, Alors qu'il dit, Adesanya a dit: «Non, non, mais j'étais prêt à repartir». Bon, ouais, bah, non, lui, son but, c'est de te mettre en sécurité, de te tu vois? Donc, protéger, c'est ça. voilà. Donc, c'est toujours très facile, de dire: «Ouais, on aurait pu faire ci, on aurait pu faire ça», surtout assis sur un canapé à regarder C'est une clair. vidéo, au chaud. La place d'arbitre en MMA, elle est très difficile. Il faut savoir aussi, supporter tout ça et on est très peu, il faut le savoir, on est très, très peu à supporter cette pression-là. Il y a beaucoup de prétendants, mais il y a peu d'élus parce qu'ils s'aperçoivent en fin de compte que c'est très difficile. Tu vois, dernièrement, il y a Marc Godard, quand il était au PFL justement, il en a profité pour faire une formation pour certains officiels français et il passe après, à un moment donné, il passe en exercice pour de l'arbitrage avec des combattants qui font des fautes, qui font un combat, tu vois, léger, enfin, sans se toucher réellement, mais ils font plein de fautes Faut et être bah, prêt de faire des fautes. voilà, il essaye de voir comment l'arbitre, il réagit et il y en a, ils transpiraient de ouf Ah et ouais, ils hein, étaient là, machin et des fois, ouais. alors j'allais les voir, moi, tu sais, à la fin, ils venaient me voir, ils me disaient: «Alors Lolo, qu'est-ce que tu en penses et tout?» Je dis: «Bah, écoute, c'est compliqué, on verra, hein, je peux rien Mmh. dire, on verra». Mais leur disais tous, je disais: «Tu que là, tu es devant Marc Godard, tout seul, il y a 2 combattants, moi, toi qui arbitre et Marc Godard». Et il me dit: «Tu prends la même configuration, tu prends des combattants professionnels et tu mets 20 000 personnes autour de toi». Qui crie, qui te hue, qui Et ouais, là les gars dans tout leur regard, ils sont là: «Ouais franchement, ouais, c'est chaud, ouais, c'est c'est chaud, c'est chaud. chaud, c'est chaud». Donc tu vois? Donc moi j'aime ce que je fais, j'ai pas cette pression. Le public, moi ça m'impressionne pas, je suis Ouais. content, voilà. Moi ce que je veux, c'est vraiment faire un beau combat, arbitrer au mieux possible, Mmh mh. gérer, et assurer la sécurité des combattants, dans Ouais. le meilleur des cas, tu vois? Bah, vous avez un rôle qui est capital, vous êtes 3 dans la cage de toute façon.
Mmh, et c'est important de le rappeler que l'arbitre est le premier protecteur d'un combattant parce que exactement. sinon, ça peut aller jusqu'au bout, quoi, s'il y a pas l'arbitre pour arrêter, un Bah, c'est combattant des qui est en train de commotions, hein, mettre la tu sais, le KO. corps humain, la tête est pas faite pour prendre des coups, hein, donc Mmh. on n'est pas fait pour ça. Donc dès que les coups arrivent, bah, faut vite réagir et puis tu as moi j'ai été combattant, donc je connais l'orgueil que Mmh. tu peux avoir en disant: Mmh. «Non, non, non, Ouais, je peux ouais, ouais, continuer» parce que tu es c'est clair. combattant et tu dis, entre guillemets: «Tant que tu es pas mort, tant que tu es pas mis, à terre, bah, tu peux continuer». Ouais, ouais, Mais notre but, c'est à un moment donné de se dire: «Non, là, c'est trop, là, tu prends trop de coups et donc on ouais. arrête», tu Et vois? qu'est-ce que tu penses alors de la décision de Marc Goddard justement pour, Baki Doumbé? Bah, écoute, il y a une instruction qui est en cours là, actuellement, au niveau de la Mmh. fédération, donc je peux pas trop en parler, OK. mais on suit le règlement à la règle et le règlement, il prévaut, c'est dans notre, code sportif, je crois que c'est de la page 44 si j'ai bonne mémoire. Il prévoit que, un combattant qui, refuse de combat est considéré comme perdant, quoi. Donc Mmh. pour l'instant, comme je te le dis, il y a une instruction qui est en cours. Ça, c'est dans la juridiction de la boxe anglaise qui va gérer ça avec leur service, compétent et donc du coup, ça rendra une décision, prochainement. Donc vous verrez sur les médias un petit peu ce que ça donne. Je Mais voilà, comprends. pour l'instant, la seule chose que moi je peux dire et ce qu'un officiel peut dire, c'est que si à un moment donné tu fais preuve, heu, de ne pas vraiment vouloir combattre, bah, du coup Mmh. l'arbitre est en droit d'arrêter. Après à décharge, je pense que, Cédric a, cru de bonne foi que, il pouvait, demander à l'arbitre, quelque Mmh. chose. Tu vois? Genre: «Excusez-moi l'arbitre, j'ai un truc là qui me gêne, est-ce qu'on Ouais. peut, juste regarder?» quoi que ce soit. En toute sincérité, moi je le vois plutôt comme ça, en me disant: «Tiens, Mmh. il va demander à l'arbitre, il y a un truc qui me gêne» et il pense que l'arbitre, il voilà. Mais si tu veux, il y a pas de cause où, on doit agir comme ça. Un combattant ne parle pas à l'arbitre si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Exact. Donc je pense que voilà, il avait vraiment, une bonne foi, dans son idée de dire: «Tiens, j'ai quelque chose qui me gêne, je vais le dire à l'arbitre, peut-être qu'il va, m'aider à améliorer ça ou à changer ce fait-là». Mais sauf que dans les faits et dans les actions, ça ne se passe pas comme ça. C'est Donc ce ça. qui va être intéressant, parce que tu vois même, je reprends le cas de Gomis Guémouri, sur les combats amateurs, ça fait preuve aussi, lors d'un briefing de comment dire? D'explication. On explique justement, là on dit aux jeunes, on dit: «Voilà attention l'arbitre, tant qu'il vous dit d'action, vous continuez, vous tournez pas le dos et cetera, les coups à ce niveau-là, au niveau de la ceinture, ils sont autorisés». Voilà, c'est et puis ça se voit quand tu prends un coup dans les parties, bon, soit tu as le bruit, soit tu as un geste. Tu es vraiment plié en 2 tout de suite, quoi. Mmh. C'est un réflexe, d'homme, tu vois? Mmh. Et tu le connais, hein, si on te tac, on te donne un coup, tout de suite, tu te plies en 2. Bon, donc du coup, on a l'habitude de ça, tu vois? Si on n'a pas en plus ce réflexe, on se dit: «Non, le coup, il est pas dans les parties». Donc c'est ce qu'on explique, de manière éducative pour les amateurs qui, on l'espère, après, seront bien éduqués pour que lorsqu'ils passeront pro, eh ben, ils seront, mieux éduqués et ils appréhenderont mieux les règles. Et récemment, pour, finir sur, les polémiques qui souvent entourent les arbitres, hein, ça tout le temps, hein, il y en a même à Bah, c'est l'UFC, normal, hein. c'est, i récemment, tu en as eu une autre, si je me trompe pas, à Hexagone, Ouais. avec, Leto, Duclos contre, Ah oui, contre, Fuentes. oui, oui, bah, là, alors là, typiquement, grosse erreur de la part du combattant, Alexis Mmh. Fontes, qui, à un moment donné, se lève et enfin, il est en difficulté, il se lève, et d'un seul coup, il voit qu'il peut pas réagir et il fait: «Ah, j'ai pris un truc dans l'œil, j'ai pris un truc dans l'œil». Bah, non, je suis là, j'ai vu, il y a rien eu au niveau de l'œil. Rien, absolument rien. Et Donc le combattant, mettons, il a reçu un doigt dans l'œil, il peut faire un signe, mais continuer de se il a battre, reçu quoi. un doigt dans l'œil, ça se Il voit, déjà, ça se Ouais, voit beaucoup, et puis voilà, déjà ça se voit et là, sur toute la phase d'action et pour le coup, j'ai pu regarder le combat, je m'en rappelle bien et j'ai pu regarder le combat en vidéo ouais. et à aucun moment donné, il y a, un doigt dans l'œil. La seule chose qui prend au niveau de l'œil, c'est un direct du gauche,
en début de combat, de Mathieu. OK. Prend un direct du gauche, plein dans son œil. Ça, ensuite, après, il y a ça à son œil, enfin son visage. Quand, Mathieu, sort de la clé de jambe, qui est debout, Alexis Fontes tombe l'œil, vraiment la face, côté de son œil, sur le tapis. Donc ça a dû OK. encore aggraver, la blessure qu'il a dû avoir auparavant. Mais à aucun moment donné, il y a un doigt dans l'œil. Il y a un doigt dans l'œil. Donc Et tu si peux pas à un jamais moment donné oui, et si vas-y. jamais il y a vraiment un doigt dans l'œil dans un combat, le combattant, il peut quand même Bien sûr, signifier si bien l'arbitre n'a pas sûr, vu, mais il doit bien continuer ou sûr. il peut pas? Non, Comment non, ça se bien passe? sûr, après, Quelle est la bonne attitude à avoir ça se si un combattant voit, décèle, un une c'est irrégularité? toujours pareil, un doigt dans l'œil, tu as un réflexe. Quand tu as un doigt dans l'œil, tu as un réflexe. Tu as un doigt dans l'œil, tout de suite, tu as un réflexe. Mmh. C'est des gestes réflexes, tu le vois tout de suite. Donc si à un moment donné, il y a un doute parce que, voilà, on peut faire un stop time et demander dans certaines organisations, maintenant à l'Hexagone, ils ont le VAR Ouais. et donc du coup, on peut demander et cetera. Maintenant, c'est très simple, on s'aperçoit qu'il y a un doigt dans l'œil, OK, bah, tu récupères. Par contre, on s'aperçoit que tu as fait stopper le combat alors qu'il y avait pas du tout Terminé. un doigt dans l'œil, bah, tu prends un point négatif. Donc là, tu es OK. sûr d'avoir perdu ton round. Est-ce que tu as pas peur qu'il y en a qui abusent de ça, qui se disent: «Bah, regarde, là, j'ai plus de cardio, faut que je récupère, je suis prêt à me prendre un point négatif, de toute façon, je vais perdre». Ça va arriver, Mmh. ça va arriver. Mais le gars, il fait ça, il se prend un point négatif, bah, il aura compris, hein. C'est de Et est-ce que ça l'éducation. peut pas biaiser le combat? Parce qu'imaginons, il allait perdre, donc là, il utilise le système, il se prend un point négatif. Grâce à ça, il récupère et boum, il met un KO. Il gagne. Bah, ça, tu peux rien y faire, hein, il aura triché dans sa conscience. Mmh. Tu peux rien y faire, tu peux rien y faire, tu Tu vois? Après Ouais. si vraiment il a exagéré, on peut le disqualifier, hein, avant même ça, OK, hein, bah, ouais. OK. tu vois? Il y a pas de il y a pas de cas de figure, si tu veux, on peut toujours travailler avec des «si» et Mmh si mh. ça et si ça. Donc s'il y a Mmh. ça, il y a ça. Mais il y a des fautes, il y a des fautes qui vont être considérées comme, très graves et donc du coup, on va disqualifier. Il y a une faute qui va être considérée grave, mais elle a pas d'incidence ou quoi que ce soit, donc du coup, on va mettre un point négatif et continuer le combat. Il y a des fautes qui vont être faites, bah, on va pas stopper le combat, mais à la minute de repos, on va dire: «Tiens, tu as fait une faute là, à ce niveau-là, machin, la prochaine fois, tu recommences pas» et cetera. Tu vois? Il y a pas de recette miracle. C'est dans l'instant et c'est pour ça que c'est la difficulté d'être un Mmh. bon arbitre, c'est-à-dire Mmh. de juger, à savoir qu'est-ce que je vais prendre comme décision Mmh. pour, pas améliorer, l'un ou l'autre, mais pour être le plus juste possible. Mmh. Parfait. Très intéressant, tout ça. Dernière petite question, Dis-moi? c'est quoi la suite là pour toi? Alors on a beaucoup alors s'il faut savoir, bah, écoute, on a de la chance, on a beaucoup de galas de MMA en France. Ouais. Tous les week-ends quasiment, on a des galas de MMA avec la FMMAF, donc la Mmh. Fédération française de MMA. Donc du coup, c'est tous les week-ends quasiment, en déplacement. Tu vois, à la fin du mois, il y a le Kongs, qui est sur son 2e opus, à Niort. Ensuite, on est, début avril, le 18, non, on a même un week-end, tu vois? On prévoit un week-end au 18 mai, on a 4 événements en France sur le même week-end. 4 événements, c'est énorme. Donc du coup, C'est super. faut dispatcher les équipes, donc voilà et puis après moi perso, bah, là j'ai le KSW début avril. Ouais. Voilà, il y a l'ARES aussi en avril, où je suis dessus. Il y a, comment après, le Bellator, ils ont leur propre équipe, donc je pense pas avoir OK. d'officiel, sur le Bellator et puis, je vais voir en juillet, il y a l'UFC à Londres. J'ai pas de date encore, donc je sais pas si je serai dessus, on verra et puis fin septembre, il y a encore un UFC Paris, donc je sais pas encore, si je serai dessus quoi. Je vais bien travailler, bien faire mon taf pour, m'assurer un maximum de points et puis après, ce que je me souhaite, c'est de pouvoir, être, arbitre à l'UFC aux États-Unis, tu vois? Ou au Ça, Canada. ce serait, l'aboutissement final entre guillemets dans ta carrière d'arbitre en tout cas. Bah, ouais, ouais, ça serait vraiment de pouvoir faire, un UFC, mais pas un, mais des UFC de manière un Ouais. peu plus régulière, sur le sol américain. Ouais, ça, c'est vraiment, ça serait vraiment, un truc, vraiment top pour moi. Mmh. Super, Loïc Pora, merci beaucoup pour, ton temps.
Bah, merci, Lucas, j'espère que l'Arena MMA, va continuer de grimper, grimper, On grimper espère, avec tes émissions, tout ça. Voilà, top. on espère. Bah, merci beaucoup et au plaisir de se refaire un petit podcast, Bah, avec grand à plaisir et à puis la si prochaine tu polémique, même si on t'en souhaite pas. ah, il y en aura toujours, tu sais, on n'est pas à Ouais, l'abri de ouais, ouais. ça. Comme, tu sais, tu reçois des centaines, ce que je disais un petit peu, je dis, voilà, je reçois des centaines de messages de haters, hein, genre: «Mais qu'est-ce que tu fous là? Tu es la honte, Ouais, de ceci, machin, de sport, tu devrais rentrer chez toi» et cetera et cetera. Ça fait partie du taf. Si tu es pas prêt à recevoir ça, faut pas faire ce métier-là. Donc, tu vois, j'ai fait le PFL, j'ai eu 4 combats, et les combats se sont bien passés, il y a pas eu de problème, j'ai eu un cas de figure presque similaire, tu vois? Avec, Patrick Abibora qui a pris un coup, dans les parties. oui, Et donc du coup, bah, là, j'ai demandé, il y avait pas de VR, mais j'ai demandé à des officiels savoir si le coup était dans les parties. Ils m'ont confirmé le coup était dans les parties. Donc voilà, tu vois? On se sert aussi de l'expérience, encourue pour s'améliorer, tu vois? On est toujours dans de l'amélioration et cetera. Donc et tu vois, on va pas un bon arbitre, c'est quand ça se passe bien, on parle jamais de l'arbitre. exactement. Donc voilà, donc Il se fait plus connaître quand il y a des actions, voilà, c'est litigieuses. ça. Voilà, donc j'ai fait 4 combats au PFL, personne m'a rien dit, c'était bien. Parfait. Bah, moi, en tout cas, personnellement, je trouve que tu es un très bon arbitre Bah, merci, ça me fait plaisir. Merci. On va essayer de continuer à rester, en forme. et au plaisir de se rencontrer peut-être dans un événement en France, qui Bah, sait? écoute, viens, hein, si tu es comme tu es un peu Ouais, de la on va région parisienne, il y aura sûrement un événement, à une période où tu seras là. avec grand plaisir. Bah, merci beaucoup et Merci puis, beaucoup et à bientôt. ciao aux amis québécois.